Sur le sujet de la responsabilité sociale et environnementale, je pense qu'il y a en retour des États-Unis, j'ai vu aussi, une une évolution dans les usages des grands modèles de langage. Aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT, certains connaissent Claude, par exemple, ou Perplexity ou d'autres, mais finalement, les retours aussi au Banner Health, par exemple, c'était de dire: «Bon, ben, il y a ces grands outils, mais pourquoi nous, on ne ferait pas notre propre outil en interne? On développerait pas nous-mêmes notre, donc ça s'appelle, de l'IA conversationnelle pour mettre à disposition de nos agents et on sent qu'il y a cette contrainte de la donnée qu'on veut garder chez nous, protéger en fait dans nos systèmes d'information. Donc entraîner les IA sur notre donnée, mais pas forcément en la mettant à disposition sur de l'hébergement public ou autre. Et il y a aussi le fait de reprendre la main, d'entraîner ces modèles, soit de les entraîner, soit de leur faire un apprentissage, de base sur nos données pour les faire à façon. Et ça aussi, je pense que c'est une très grande nouveauté, qu'on puisse réinternaliser ces fonctions. Alors, je pense que ça peut se faire qu'à des niveaux de groupement ou à des niveaux universitaires, vu les ressources, mais on commence déjà à tester, nous, dans un de mes établissements, les hôpitaux des Portes de Camargue, ces modèles, ces moteurs, pour, par exemple, mettre à disposition aux agents RH une IA conversationnelle qui va regarder dans la gestion électronique des documents et sur le site servicepublic.fr. Ça, c'est relativement facile à faire, ça concerne peu d'agents, c'est peu cher à mettre en place. Ouais. Donc c'est intéressant de passer à ces milliards, c'est même des dizaines, voire des centaines de milliards qu'on voit apparaître un peu partout, sur Nvidia, Microsoft, ChatGPT et finalement qu'avec, du matériel de récupération un peu ancien, on peut mettre à disposition une IA conversationnelle pour 5 agents. Une union conversationnelle que vous avez développée ou qui est quand même, On utilise les méthodes grand public qui sont disponibles, bien souvent en source ouverte, et on leur donne, accès à nos données via, c'est des termes techniques, mais du coup, on peut interagir avec elles et il suffit qu'elles parlent français. On a la chance d'avoir un champion français comme Mistral. Il nous donne des moteurs, il parle français et on lui fait interroger nos données. Donc ça, c'est aussi, je pense, un et parallèlement, vous avez bloqué l'accès, au personnel de l'hôpital pour les IA, grand public, exact. c'est ça? Oui. Alors contrairement à d'autres, effectivement, nous on a fait le choix, de bloquer l'accès aux IA grand public, non pas parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a pas d'usage, mais surtout pour mieux les accompagner, les orienter vers aujourd'hui une intelligence artificielle, générative qu'on maîtrise, qu'on connaît et pour laquelle on paye des licences. Parce que finalement, on s'est retrouvé assez rapidement quand on a regardé les usages, il y en avait beaucoup, ils étaient très divers. Heu, les métiers qui étaient derrière étaient questionnants, donc on a coupé. Ils se sont rapprochés de nous pour essayer de comprendre. On les a orientés et finalement alors c'est un peu la censure, c'est un peu la coercition, voilà, c'est négatif, mais finalement, lors de ces échanges, ils ont bien compris le concept. On a pu les rediriger et aujourd'hui, du coup, on peut l'utiliser comme un levier pour essayer d'aller plus loin. Mais certes, il y a de la formation, on peut informer dès le départ, faire des petites sessions assez courtes pour informer, puis après former, mais arriver à toucher l'hôpital d'Arles, c'est à peu près 1 500 professionnels. Arriver à toucher 1 500 professionnels aussi rapidement que ce que l'intelligence artificielle se déploie, bah, c'est pas simple. Moi, je vois ma maman qui me demande si je préfère utiliser Gemini ou ChatGPT. Parce qu'avec ses copines, elles en ont parlé et ben non, pas forcément justement et ça m'interpelle parce que si c'est son cas à elle et ben, dans notre établissement, c'est pareil. Et je rebondirais sur un point, qui concerne, le la compréhension finalement de ce qu'est la souveraineté en numérique pour, nos établissements avec, derrière évidemment l'enjeu de sécurité. Je crois qu'aussi je reviens des États-Unis avec, ce qui rejoint exactement ce qui vient d'être dit, l'idée qu'en fait, la question de la souveraineté n'est pas en fait, un bloc, homogène sur lequel en fait on doit tout traiter. Et finalement on voit bien qu'il y a des enjeux, d'infrastructure, il y a des enjeux en fait, de consolidation du système d'information qui peuvent être finalement des enjeux traités à une échelle industrielle, c'est-à-dire avec un certain nombre, d'acteurs, finalement, peu importe, quels acteurs, dès lors que, la solution est celle, dont on a besoin et qu'on est capable de maîtriser dans l'exploitation du quotidien. Et finalement, les enjeux de souveraineté sont très centrés sur la donnée et sur la façon dont, en fait, on va l'organiser et pouvoir ensuite la traiter. Et c'est là où c'est intéressant de voir, mais
Je crois qu'on est exactement sur la même longueur d'onde que, à partir finalement, d'outils assez simples, on peut, développer, en mode low code, un certain nombre d'outils du quotidien pour nos professionnels qui utilisent nos données sans être dépendants, d'industriels et finalement d'être très focalisés sur les usages. C'est pour ça que c'est une vraie inversion en fait, de raisonnement. On a très longtemps construit les systèmes d'information, y compris à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire, dans les sujets de convergence, et d'interopérabilité sur la question des outils et comment on fait travailler les outils. Et en fait, en renversant cette logique et en se disant comment on structure la donnée et comment finalement on travaille à partir de la ressource que nous avons et comment on cloisonne bien ce qui peut être, de la relation industrielle avec ce qui est finalement la protection des données et l'utilisation interne qu'on en a, c'est aussi beaucoup plus facile d'échanger avec les professionnels pour dire, mettre, des documents sur ChatGPT ou Claude ou n'importe quelle autre IA générative pour avoir une synthèse. En fait, ça n'est pas la bonne pratique. D'abord parce que, elle n'est pas sécurisée, elle pose des questions, de droit, elle pose des questions éthiques et de responsabilité morale, mais en fait, elle n'est même pas assurée d'être la bonne réponse au plan technique, au plan du fond et que finalement, en fait, c'est en travaillant ensemble et d'où la nécessité d'avoir une gouvernance qui intègre les acteurs, c'est-à-dire les utilisateurs et de mon point de vue, on est très centré parce que c'est toujours le premier réflexe de regarder les professionnels, mais sans doute que le défi, qui est devant nous, dans les prochains mois, c'est de pouvoir aussi travailler avec les patients pour réfléchir à comment, en fait, on les intègre aussi dans des usages numériques qui ne seront pas forcément, des outils, grand public, développés de partout, sans maîtrise de la sécurité, de la confidentialité des données, mais, avec une capacité, en fait, à traiter aussi, de la donnée pour le bon usage, dans des conditions totalement maîtrisées, ce qui est une manière de résoudre aussi le défi de la transition, énergétique et environnementale.